C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Guinée équatoriale qui a célébré ce 12 octobre ses 50 ans d'indépendance. Depuis quelques années, le président Teodoro Obiang Nguema a entrepris une forme d'ouverture politique, mais sur fond de méfiance de son opposition. On en parle après ce sujet de la rédaction signée Vina Nodin, commenté par Graziella Chakonté. Le 16 juillet 2018 s'est tenu à Malabo le 6e dialogue politique en Guinée équatoriale depuis l'arrivée du chef de l'État Teodoro Obiang Nguema Bazogo en 1979. Pour le président équato-guinéen, ce dialogue devait être le cadre de rassemblement de tous les équato-guinéens. Seulement, l'opposition et les organisations de la société civile ont posé des conditions préalables. Nous avons besoin d'être rassurés que les choses vont bien se faire. L'unique manière de bien faire les choses, c'est de légaliser les partis et les associations selon la loi équato-guinéenne. Qu'ils aient une bonne volonté. À travers la légalisation des partis, nous verrons que le gouvernement aura un intérêt à ce qu'il y ait une conversation fructueuse. Concrètement, ce 6e dialogue national qui a clos ses travaux le 21 juillet 2018 avait pour objectif de mettre en place une meilleure gouvernance politique, économique pour un mieux-être des équato-guinéens. Deux partis d'opposition avaient cependant refusé de signer, donc de reconnaître les conclusions issues de ce dialogue national, invoquant notamment la non-application de l'amnistie pour tous les opposants. C'est la démocratie, ça fait partie du jeu démocratique. L'opposition joue son rôle. On constate évidemment que ce désistement de ce groupe qui ont voulu boycotter le tableau de dialogue, c'était des actions préconçues. Mais le problème véritable qui est passé, c'était qu'ils ont donné des conditions préalables pour que le dialogue puisse s'initier. Ce 12 octobre 2018, la Guinée équatoriale a célébré les 50 ans de son accession à l'indépendance. Une occasion peut-être pour les équato-guinéens de se retrouver pour un meilleur renforcement de la cohésion nationale. Une unité nationale à laquelle le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo appelle de tous ses vœux. Kevin Maizo, le 4 août 2018, quelques jours avant donc, la tenue du 6e dialogue le 18 juillet, il prend un décret et amnistie les opposants, les prisonniers politiques. Comment comprendre ce geste qu'il mène régulièrement? La meilleure façon de comprendre le geste, c'est que le président Obiang Nguema a compris que son talon d'Achille par rapport à tout ce qui veut l'attaquer, c'est les droits de l'homme, notamment la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté d'exercice des activités politiques. Et il a commencé à lâcher du lest. Alors, il a fait un premier geste, mais il y avait un déficit de confiance énorme. Alors, le 6e geste, c'est parce qu'il y en a eu régulièrement. Chaque fois qu'il pose un geste, en face, il y a un déficit de confiance, il y a la peur. Comment ça s'explique-t-il? Comment ça se fait effectivement que à chaque fois, il y a toujours une partie de son opposition qui reste méfiante, et même celle qui est plutôt à l'étranger hésite à rentrer. D'où est-ce que ça vient, cette méfiance de cette partie de l'opposition, pas toute l'opposition, et ils sont nombreux, enfin ceux qui sont rentrés en tout cas. Ça peut s'expliquer de deux manières. Bon, eux ils disent qu'il n'a pas tenu parole dans le passé. Ça, c'est la première des choses qu'ils disaient. Mais ils oublient que les circonstances ont changé. Après le pic de développement économique qu'il y a eu avec la manne pétrolière, la crise de 2014 a fait que le président Obiang Nguema, qui sait assez... c'est un chauffeur de Formule 1. Oui. C'est pas un conducteur de bulldozer qui va foncer dans le mur. Kevin, alors, posons les vraies questions et disons les choses. C'est vrai que le régime est resté fermé pendant longtemps, oui, avant d'entreprendre l'ouverture. Sans faire de la psychanalyse, est-ce que ça vient de ce que, en prenant le pays dans les conditions dans lesquelles il a pris la Guinée équatoriale et en le construisant comme il a fait, on développe un rapport affectif aux choses qui fait que
on a du mal à partir, c'est ça? C'est comme ça qu'il faut comprendre effectivement le fait que le pouvoir du président Teodoro se soit assis aussi longtemps? D'une manière, ça peut être ça, mais d'une autre manière, lorsqu'on a des grands projets structurants, oui, on a tendance à vouloir y aller jusqu'au bout. Par exemple, c'est le seul pays africain qui construit une ville nouvelle, hein, comme Brasilia, oui, la ville d'Oyala. En Afrique, c'est vu nulle part ailleurs. Bon, au Nigeria, il y a eu Abuja, mais c'était quand même un peu différent. Et puis, le Nigeria, c'est autre chose. Oui. Déjà, quand on a ce genre de projets structurants, on a tendance, comme un père de famille, à vouloir y aller jusqu'au bout. D'autant plus que lorsque ces pays a eu son indépendance, ils avaient un déficit énorme en hommes formés. Les déficits étaient énormes. Donc, lui qui est à la fois militaire et à la fois, je veux dire, un politique, oui, peut avoir tendance à vouloir rester, à mener à bout ce genre de projet. Alors, la question qu'on doit se poser, madame a parlé tout à l'heure des paradigmes qu'on doit changer, parce que chaque fois qu'on parle de démocratie en Afrique, on veut prendre le modèle occidental. C'est ça. Mais posons la question des Singapour, par exemple, Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, ils ont quel genre de pouvoir? Et pourquoi là-bas ça ne pose aucun problème? Justement. Donc en Afrique aussi, on peut avoir demain une espèce de Singapour. Je ne parle pas d'occidentalisation ni de mimétisme. Il faut inventer un modèle africain. Il faut inventer un modèle africain. Et chez nous, en Afrique, les chefs, généralement, ils restent longtemps. Tant qu'il est bon, tant qu'il travaille au service de son peuple, il peut rester longtemps sans choquer. Ceci dit, il a été régulièrement élu et toujours élu. Hein, la question ne se pose pas. Celle qui se pose plutôt, c'est... parce qu'il n'y avait pas de gens sérieux en face pour prendre la relève que le président, effectivement, met du temps à préparer sa succession. Mais le président est actuellement en train de préparer sa succession. C'est tout à fait normal. Donc, où nous en sommes maintenant, oui, le président de la Guinée équatoriale, M. Obiang Nguema Mbassoko, on en parle qu'à tout moment, il initie toujours des dialogues avec ses opposants pour voir comment pourrons-je faire au besoin, hein, de la difficulté de son pays. Je rappelle que vous dirigez le mouvement, rappelez-moi, le mouvement panafricaniste contre l'injustice occidentale envers l'Afrique. C'est vrai que de l'injustice, ce continent en subit sans doute, en tout cas c'est ce que vous dites, Madame Da Silveira. On va dire quoi? Que, comme il le dit, le président a amorcé quand même une forme de préparation à sa succession. Le tracé... Il a dit lui-même, hein, je n'ai pas l'intention de mourir au pouvoir, je n'ai pas l'intention de m'éterniser au pouvoir, je rendrai le pouvoir quand viendra le moment. On va dire quoi? Encore une fois, c'est parce qu'il n'y a pas d'opposants bien formés et engagés en face que depuis il a mis du temps à réaliser l'alternance dans son pays. L'Afrique a ses codes. Oui. Et on a tendance à faire tronc commun de toutes les Afriques. Donc je pense que la Guinée équatoriale engage son processus comme il se doit puisqu'il a été réélu et que de facto, des travaux, comme disait monsieur, engagés sur le long terme, des projets structurants, mais on pourrait aussi en débattre sur la question de la structuration des projets en termes de mécanismes aussi peut-être pour se projeter sur l'industrialisation et l'autonomisation de l'Afrique, parce que c'est ça aussi peut-être l'incohérence qui sous-tend à ce qu'on pourrait se dire pourquoi l'Afrique n'a pas évolué depuis ces 50 ans, mais lorsqu'on voit des pays comme la Guinée équatoriale, l'effort mené pour mener à bien, on va dire, le mieux vivre des populations, il est normal que dans tout pays, dans tout humain même normalement constitué, le principe de polarité s'applique. Donc qu'il y ait de l'opposition, c'est bienvenu, évidemment. Ben oui. Et c'est une preuve de démocratie. Maintenant, allons plus loin. Est-ce qu'on peut pousser les débats? Ça, on va dire, les messes sont dites. Est-ce que l'essentiel aujourd'hui, c'est de vociférer ou au contraire de construire, de bâtir pour ceux qui veulent, ou d'aller vers le développement en termes d'aménagement territorial et d'ouvrir les frontières, C'est ce à quoi vous vous attelez, hein, je rappelle que ISFADA, donc interaction sans frontières.
Interaction sans frontières, Voilà. en tout cas, vous êtes dans l'accompagnement, hein, aussi bien des Africains de la diaspora que des Africains sur le terrain, notamment ce qui concerne la mise en œuvre de projets dans divers domaines. Alors des diasporas, hein, j'entends bien, parce que l'afrodescendance pour nous a un sens aussi. Beaucoup de gens se projettent sur l'Afrique et ont envie d'y retourner, donc c'est à nous aussi de mener cette Afrique de façon attractive. Et je pense que la Guinée équatoriale, dans son programme, son plan Marshall, on va dire, a déjà donné un signal fort sur son intention. Je pense notamment au prix de l'UNESCO, le prix scientifique. Attendez, mais on n'en parle pas. Au président, effectivement. Excusez-moi, mais là, il y a un problème de fondation en Afrique. Comment se fait-il qu'on ne parle pas de choses qui permettent, je dirais, à tous les Africains de se projeter de façon gagnante? On est toujours en train de montrer cette Afrique noire comme si noir c'était quelque chose de négatif. Ça suffit. Donc je pense que ce leadership-là, il faut l'encourager. C'est pour ça que j'ai accepté de venir et que je me positionne beaucoup plus effectivement à l'instar de la société civile, parce que c'est aussi un maillon fort de la constituante sociétale en termes de devenir. Oui. Et donc voilà, on y va, et ensemble. Et je crois que là, le signal est donné. Vous parlez de devenir, et Kewin a parlé également de paradigme, et surtout de ce qu'il ne faut pas transposer les modèles occidentaux. Mais parlons-en, qu'est-ce qu'il faut rejeter, qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est la question aujourd'hui. Allez, profitons très, très rapidement, parlons-en pendant quelques minutes. Comment envisagez-vous les nouveaux paradigmes que nous devons intégrer pour éviter de transposer de façon mécanique les modèles venus d'ailleurs? En ce qui concerne par exemple la cohabitation et pouvoir, opposition, en tout cas les rapports pouvoir opposition, on sait qu'ils sont très tendus dans de nombreux pays sur le continent, parfois même violents. Alors, quelle doit être la forme de rapport à entretenir entre pouvoir et opposition pour éviter effectivement que ne surgissent les conflits et les grandes tensions qu'on connaît dans certains pays du continent? Je ne parle pas de simples contradictions qui sont normales à la vie démocratique. Je parle des conflits, des tensions qui aboutissent parfois même à des morts. On le voit, on l'a vu au Kenya, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu ailleurs. Quels doivent être les paradigmes nouveaux à intégrer pour éviter ce genre de situation? Il suffit d'examiner comment fonctionnaient les chefferies traditionnelles africaines ou les grands empires. Nous, on a des empires chez nous. On a le royaume Congo, le royaume Cuba, les Monomotapa, les royaumes du Mali, les royaumes Songhai. Regardons comment ça fonctionnait. Parce que le problème de l'Afrique, c'est le mimétisme et l'occidentalisation. Le mimétisme systémique, comme on dit. Mais on imite tout. Et des manières... Oui, alors vous dites comment fonctionnait l'Empire Songhai. Dites-nous, expliquez-nous. Par exemple, comment transposer aujourd'hui ce modèle? Il y avait beaucoup de dialogues déjà. Il y avait beaucoup de dialogues, c'est qu'on appelait le palabre. Les chefs avaient un statut, il était respecté, il y avait un mode de choix. On ne va pas commencer à faire des élections, comme en Occident, parler des partis, par exemple, socialistes, parler des républicains, ça n'a pas de sens chez nous. On ne peut pas prendre notre échiquier politique et les transposer sur l'échiquier politique occidental. Regardons tout simplement comment on dialoguait pour résoudre les conflits lorsqu'il y avait des conflits dans la gestion de la cité. On peut beaucoup apprendre là-dessus, par exemple. Et puis, les respects dus aux chefs. Les chefs qui devaient œuvrer pour le bien-être de la population. Ça, c'était... Mais à qui, ça, on le savait. Quelqu'un qui avait le sens du sacrifice. Quelqu'un qui devait avoir un courage particulier. Nous, en Afrique, on choisit les chefs, c'est par rapport à son allégeance à l'Occident. Et quand on a de l'allégeance vis-à-vis de l'Occident, généralement on est nuisible par rapport à son peuple. Et les problèmes même avec certains opposants, si les présidents résistent par rapport à certains opposants, c'est tout simplement parce qu'ils savent que derrière X opposants, il y a tel intérêt de tel pays étranger qui est dichotomique par rapport aux intérêts. On l'a vu avec Fidel Castro à Cuba, comment effectivement, allez, disons les choses, les Américains instrumentalisaient les opposants cubains pour faire chanceler. On le voit au Venezuela aujourd'hui. On avait même arrêté des gens il y a quelques années en train de saboter des pylônes électriques pour que la population vénézuélienne puisse se révolter. Donc on sait comment on crée des oppositions. La vraie question à vous, Monsieur Aguia, Edem Aguia, mais le débat concerne tout le monde, c'est
comment régler la question du partage du pouvoir, puisque c'est de ça qu'il s'agit au fond. Oui. Comment gérer le pouvoir politique tel qu'on l'a hérité du colon blanc pour qu'il n'y ait pas de tension? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette question? Dites-moi très rapidement, Aguia. Il faut tout simplement le gérer d'une manière comme le président Obiang Nguema le fait actuellement. Le président Obiang Nguema, en tout cas, il veut l'unité nationale d'abord. D'accord. C'est ça. La paix et la sécurité. Il faut commencer par cela. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas tout imiter de l'Occident. De chercher dans nos États, ou bien dans des villes africaines, de faire comme l'Occident le fait exactement. On l'a compris, donc il ne faut pas effectivement transposer les modèles occidentaux. Et surtout le président qui a pris en compte la situation en main se retourne en face des situations terribles qui essaient avec des gens qui essaient de... Si je me permets d'ajouter quelque chose, le deuxième défaut de l'Afrique, c'est que les gens pensent que pour avoir une certaine ascension sociale, il faut faire la politique. Si on donnait aux gens la possibilité d'émerger, ne fût-ce que sur le plan économique, ça va réduire cette tension qui est autour du pouvoir. Ce n'est pas dans tous les pays. Hein. Au Cameroun, je ne suis pas sûr que la politique est perçue par la grande majorité des Camerounais comme un moyen de réussir sa vie. Hein. Les Camerounais se débrouillent très bien. Mais ils l'ont quand même compris. Vous avez vu, il n'y a que 6 millions qui sont allés. mais revenons, Kerwin Maïzo, à la question de partage du pouvoir, notamment qui a hérité aujourd'hui de l'élection comme mode de désignation du leader ou des leaders. On voit que les élections sont à la base de terribles tensions sur le continent. Le modèle occidental tel qu'on l'a pris veut que quand tu gagnes l'élection à 51%, tu prends le pouvoir, celui qui a eu 49% va s'asseoir avec ses partisans pendant 5 ans. On se retrouve dans 5 ans et le pays est gouverné comme ça avec une partie des compétences. On laisse l'autre partie des compétences dans l'opposition pendant 5 ans. Faut-il changer, si oui et comment? C'est la question. Pour le président Obiang Nguema, si on peut être panafricaniste, si on peut avoir une vision africaine des choses, on est aussi capable d'ouvrir la maison à l'intérieur. C'est qu'on peut, si on peut oser, hein, dans l'émission, ici on réfléchit, c'est de lui dire tout simplement de rassurer encore plus l'opposition, de devenir encore un peu plus ouvert. S'ils ont peur de venir au pays parce que dans le passé il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, pour une fois, les Gabon c'est pas loin, le Cameroun c'est pas loin, le Nigeria c'est à côté, on peut aller se retrouver à l'étranger, discuter comme les enfants du pays afin que toutes les énergies du pays se mettent au service du développement de cette partie de l'Afrique. Alors, je rappelle que ce mercredi 10 octobre, le président a pris un nouveau décret qui amnistie à nouveau les opposants équato-guinéens. C'est un geste qu'il a jugé nécessaire avant la célébration des 50 ans de la Guinée équatoriale. Mais je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour parler économie.